Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. Nous n'allons pas revenir sur l'interruption du processus électoral du 26 décembre 1991 en tant qu'événement, en tant que tel, puisque nos émissions ont traité du sujet hier, un tant soit peu, avec toutes les pesanteurs et toutes les crispations que nous imaginons tous, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas ne pas relever que toute la presse algérienne, dans son ensemble, télé, radio, journaux, et hormis quelques sommaires entrefilés ici et là, toute cette presse a fait le silence sur ce douloureux et tragique événement, un des événements les plus tragiques de l'histoire algérienne. Motus et bouche cousue. Et cela ne peut être le fait du hasard, n'est-ce pas, ni même d'un quelconque consensus entre les patrons de presse. Non, cela ne se peut pas. Personne n'aurait pu obtenir une telle unanimité dans l'occultation d'un tel événement sans une sommation du régime. Tous ceux qui connaissent le modus vivendi du régime algérien, ont compris tout de suite qu'il y a eu injonction à la presse algérienne de ne pas évoquer le sujet, de ne pas y faire la moindre allusion. C'est un véritable blackout intégral, systématique, qui n'a souffert d'aucune exception, pas même de la part de médias un tant soit peu récalcitrants, c'est dire. La question est pourquoi? Bien sûr. Alors que cette presse a l'habitude de traiter du sujet dans le sens du régime, dans le sens de son poil, c'est pourquoi cette fois-ci s'être interdit la moindre évocation. Et c'est d'autant plus choquant qu'il est question d'un événement historique de très grande portée, une tragédie dont on ne sait encore rien des sombres dessous, dont on ne connaît même pas encore le nombre de victimes, même si l'ex-président Bouteflika avait avancé celui effarant de 200 000 morts. On ne connaît même pas le nombre de disparus, des disparus. Autrement dit, les personnes enlevées par les services de sécurité et qui n'ont plus donné signe de vie, même s'ils sont évalués par certains observateurs à plus de 20 000 personnes. Certains seraient tentés de me dire pourquoi j'impute ces disparus au service de sécurité. Parce que tout simplement, des terroristes ne peuvent pas entrer en plein centre-ville à bord de voitures avec des gens masqués, ninjas, etc. Donc c'est clair, la signature est très claire. On ne connaît pas non plus le nombre de personnes déplacées, même si d'autres observateurs l'estiment à plus d'1 million de personnes. C'est dire l'ampleur de la tragédie et tout ce qui a été infligé au peuple algérien. C'est une immense tragédie qui a choqué l'humanité entière, dont certaines révélations et certains témoignages ont fait la lumière sur une manipulation délibérée, systématique du terrorisme pédagogique, par des milieux très clairement identifiés, voire nommément identifiés. C'est une période sanglante dans l'histoire du peuple algérien et qui attend toujours une dynamique vérité et justice pour savoir enfin qui a fait quoi, qui a tué qui et quelles sont toutes les parties, toutes, quelles qu'elles soient, qui ont été à l'origine de ce carnage de masse, de ces crimes contre l'humanité, de ces crimes de guerre. Une république digne de ce nom, qui aspire à une réelle démocratie, qui se fait appeler l'Algérie nouvelle ou la nouvelle Algérie, après toutes ces décennies de tyrannie et de mafiocratie,
aurait naturellement tout fait, n'est-ce pas, tout entrepris pour tenter de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé. À plus forte raison que les témoins directs et les auteurs de ces crimes partent tous les jours, les uns après les autres, emportant leurs secrets dans leurs tombes respectives. Une dynamique vérité et justice est d'autant plus nécessaire que la quasi-totalité de notre jeunesse ne sait rien de ce qui s'est réellement passé. Une jeunesse privée de sa jeunesse, privée de la mémoire nationale, profondément traumatisée, traversée de tics et de soubresauts, qui traîne d'indicibles souffrances. Une jeunesse traversée de spasmes malsains, effet d'une sourde propagande, qui n'ont pas été évacués, encore moins éventés, et qui continuent de faire leur œuvre à ce jour où je vous parle. Et cela est d'autant plus prégnant, d'autant plus décisif pour la suite des événements, pour notre avenir, que nous n'avons rien soldé de nos traumas dans toute notre tragique histoire. Depuis que nous existons, au plus loin de notre histoire nationale, pourtant tragique, pourtant tumultueuse, traversée de cauchemars. Nombreux parmi nos compatriotes qui se sont dévoués pour notre libération, pour notre dignité, pour notre indépendance, et qui ont été assassinés par leurs propres frères, à l'instar de Ben Ramdan, mais pas seulement de Boudiaf, de Karim Belkacem, de Chihani Bachir, tellement d'autres, tant d'autres, Rabbi Yarhamhum. Ils attendent toujours que justice leur soit rendue. D'autres personnages qui ont pris le pouvoir par la force et la tromperie, qui ont fait couler le sang des Algériens, juste parce que ceux-ci se trouvaient sur leur chemin, sont morts en héros, sublimés par la propagande de ce régime qu'ils avaient eux-mêmes créé. Et plus proche de nous, au milieu des événements que nous vivons maintenant, présentement, une foultitude de crimes, de scandales, de violations, d'injustices, de turpitudes en tout genre continuent de se commettre sous nos yeux, contre notre pays, contre notre peuple, contre nos droits les plus élémentaires, dans le silence complice d'une presse aux ordres, dans la connivence sordide d'une justice servile, dans la soumission haletante de pseudo-représentants du peuple et de pseudo-politiciens. En somme, mais pour appeler les choses par leur nom, les Algériens sont cernés par ceux-là même qui disent être leurs intellectuels, leurs politiciens, leur presse, leur justice, leurs représentants. Ceux-là censés les informer, les défendre, porter leur voix. Le mensonge est devenu une pratique systémique dans la vie publique, activement ou par défaut ou par blackout. Les Algériens ont soif de vérité. Ils ont besoin de savoir tout ce qui s'est passé. Ils ont besoin de tout savoir sur tout ce qui s'est passé. Juste ce qui s'est passé, réellement. Ils ont besoin d'intellectuels courageux, dont c'est précisément leur rôle. Ils ont besoin de catharsis et de résilience. Ils ont besoin que la vérité, que toutes les vérités soient ramenées à la lumière, que les familles des victimes puissent faire leur deuil, que les mémoires soient réhabilitées et que puisse enfin venir le jour du grand pardon pour pouvoir tourner la page et construire une nation saine, sereine, tournée vers demain, débarrassée de ses tics et de ses délires, des mensonges qui lui ont été inséminés.
Algérie, l'inaltérable soif de justice et de vérité. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler avec nous en Skype, comme chaque lundi, Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88, analyste politique. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Brahim Younsi. Idir Ounoren, en attendant que Brahim Younsi soit... Idir Ounoren, analyste politique qui est avec nous depuis Paris. Idir Ounoren, merci d'être avec nous. Bonsoir Monsieur Benchnouf, merci de m'accueillir et toutes mes salutations fraternelles à Brahim, je suppose Karim, et à l'ensemble des téléspectatrices et téléspectateurs. Merci. Karim Naïtou Slimane, analyste politique, qui est avec nous depuis Paris aussi. Karim, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine, bonsoir à nos amis Brahim et Daïdir et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Merci. Brahim Younsi, est-ce que vous nous entendez? C'est nous qui ne vous entendons pas alors dans ce cas. Brahim Younsi? On a un problème que nous allons régler, bien sûr. Alors, Idir Ounoren, est-ce que vous avez remarqué le blackout quasi total de toute la presse algérienne hier au sujet de cette commémoration de l'interruption du processus électoral? La presse s'est comportée comme si c'était là un non-événement, alors que cela avait engendré, nous le savons très bien, au moins 200 000 morts et tout un cortège de malheurs et nous dit-on plus de 20 000 disparus qui ont été arrachés aux siens comme ça et qui n'ont plus reparu. Eh bien, hier, il n'y a rien eu. D'après vous, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, comment expliquez-vous un tel blackout? Écoutez, je pense que le pouvoir en place qui a décidé de rendre le peuple algérien amnésique nous en donne la preuve efficiente, on va dire, la véritable preuve de vouloir nous rendre amnésiques sur plein d'événements, pas simplement de l'interruption du processus électoral, et plein d'événements qui ont jalonné le destin finalement tragique du peuple algérien bien avant l'indépendance. Il se trouve que sur ce coup-là, moi je pense que là, parce qu'il me semble qu'on n'a pas de presse libre, ça paraît évident, mais on a quelques journalistes libres, heureusement. Les contraintes de la non-liberté et de la presse, on peut en parler, tout le monde sait à peu près de quoi il en retourne. Mais je trouve ça scandaleux. Et je pense que j'ai beaucoup d'amis dans la presse, et je pense que là, sans vouloir généraliser, je pense qu'ils ont perdu, tout comme la justice d'ailleurs, une part de leur dignité, pour pas dire toute leur dignité. Et je ne sais pas, j'ai pas lu la presse algérienne aujourd'hui, si on a commémoré ou on a fait ne serait-ce qu'un billet sur l'anniversaire de l'élimination, on va dire, de Abad al-Hamdan. C'est toutes ces questions. On n'aborde pas le vrai sens de l'histoire du pays parce qu'on a tout intérêt à reconstruire l'ensemble et restituer à l'ensemble des Algériens, surtout à la jeunesse, le véritable récit de l'histoire nationale, avec des hauts et des bas que nous devons encore assumer tous ensemble. En ce qui concerne la révolution algérienne, moi je ne pense pas qu'il faille stigmatiser et les uns et les autres. C'est le produit d'une histoire. Il faut qu'on la regarde. Ce blackout, sur le pourquoi de ce blackout, alors que cette presse globalement acquise au régime aurait pu en parler comme d'habitude, ça veut dire en allant dans le sens des thèses du régime, et on parlait un petit peu et passer à autre chose, mais pourquoi ce blackout? Comment ont-ils pu l'obtenir d'une façon aussi massive? Et pourquoi, à votre avis, a-t-il été décidé de taire cette commémoration, cet anniversaire sanglant, j'allais dire? Ben écoutez, Jamaldine, il me semble qu'il y a actuellement une mainmise totale du système en place du régime sur les médias algériens. Je pense que actuellement la situation
qui a atteint la presse algérienne en ce moment est l'une peut-être, si ce n'est la pire de toute l'histoire de la presse en Algérie. Il y a une énorme pression sur les quelques journalistes qui restent un petit peu, on va dire, libres. Alors là, pour les autres, pour toutes les chaînes inféodées au régime, n'en parlons même pas. Et je pense que ceux qui sont actuellement aux manettes, ceux qui sont aux affaires en ce moment, veulent plonger le peuple algérien, comme l'a si bien dit Daïdir, dans l'amnésie totale, non pas seulement par rapport à son histoire, mais par rapport même à son vécu récent et même à ce qu'il vit en ce moment. On voit bien toutes les tentatives de manipulation qui ont lieu en ce moment avec les différents moyens mis par les médias du régime pour détourner l'attention du peuple algérien de ce qui se joue en ce moment en Algérie et qui est extrêmement grave. Je pense malheureusement qu'on a atteint un point, je dirais pas de non-retour, mais un point où la remontée va être extrêmement difficile, parce que ce qui se passe actuellement en Algérie, c'est que contrairement à ce qu'on a eu auparavant, c'est qu'actuellement la politique, la pensée, la parole même libre est interdite en Algérie. Et donc, que ce soit vis-à-vis des événements des années 90 ou d'autres épisodes de l'histoire algérienne, ancienne ou récente, je pense que très peu de personnes, ou je dirais presque personne actuellement, des Algériens qui sont en Algérie, ne peuvent s'exprimer librement sans conséquence. Je rappelle d'ailleurs que rien qu'hier, il y a eu le procès de M. Fethi Ghres, qui est un président d'un parti agréé en exercice, et que ça n'a pas aussi suscité le tapage dans la presse et même dans la rue algérienne. Et donc, il ne faut pas s'étonner que par rapport à l'arrêt du processus électoral, ce soit le blackout. D'autant plus que ceux qui sont aux affaires en ce moment sont, pour la plupart, ont été des acteurs actifs de cette période. Donc, voilà pourquoi il me semble que un mot d'ordre, et je dirais un mot d'ordre, une sommation a été donnée, a été faite de ne rien dire sur ces événements-là. Au sujet de Fethi Ghres, le président du MDS, Karim, hier le juge lui a demandé, il lui a dit, il paraît que vous avez appelé les gens est-ce que vous avez appelé les gens à rejoindre le Hirak? Lui, alors, avec un esprit d'à propos qui a fait mourir de rire toute la salle, il lui a dit, lequel, le Hirak al-Mubarak? Et donc, c'est dire. Brahim Younsi, j'espère que vous nous entendez. Je vous entends. Ah, très bien. Mais je ne vous vois pas. Ben, ça, on va régler ça. Mais sinon, Brahim Younsi, ce blackout, d'abord, d'après vous, est-ce que c'est un blackout? Est-ce que c'est le fait du hasard? C'est un consensus entre les patrons de presse? Et si oui, vous nous direz votre sentiment. C'est certainement, connaissant la presse pour y avoir travaillé dans les années 70 notamment, bien sûr que c'est un blackout, bien sûr que la presse algérienne répond aux ordres, répond aux instructions, même celles que l'on appelle ou que l'on considère comme une presse indépendante ou une presse libre, ce qui n'est pas vrai, parce que cette presse bénéficie et vit des subsides de l'État, c'est-à-dire de la publicité dite institutionnelle. Bien entendu que le pouvoir illégitime a donné des instructions à cette presse de ne pas évoquer l'interruption, le coup d'État qui a été commis le 11 janvier 1992, parce que parler des élections législatives
de 1991, du 26 décembre 1991, implique ipso facto l'interruption du processus électoral et démocratique, et puis le coup d'État qui s'en est suivi, c'est-à-dire le départ du chef de l'État, quoi qu'on puisse en penser, il devait rester en poste, et la Constitution qui servait au fonctionnement des institutions a été de nouveau mise à bas. Cela veut dire que l'on ne peut s'empêcher d'appeler tout cela coup d'État militaire. Et l'on a vu les chefs militaires de triste mémoire. Certains sont disparus aujourd'hui. Et leurs représentants, qui d'ailleurs est fier, je l'ai écouté hier ou avant-hier, je veux parler du général Khalid Nzar, qui se réjouissait d'avoir pris la décision d'interrompre le processus électoral et démocratique et d'avoir chassé du pouvoir le Chadli Benjedid. C'est dire que la situation dans laquelle, j'allais dire, nage la presse algérienne, c'est une situation qui ne lui permet pas d'avoir les libertés que les autres presses démocratiques peuvent avoir. Mais elle est complice. Et souvenez-vous, je crois que vous étiez dans la presse à ce moment-là, si Jamal Din, à savoir que la presse a reçu, j'ai le document d'ailleurs chez moi, des instructions, un code, j'allais dire, anti-déontologique à la presse algérienne pour dire certaines choses et ne pas dire d'autres choses, d'insister sur certaines choses et de ne pas insister sur d'autres choses. Je veux dire que la presse algérienne, je l'ai vécu moi-même dans les années 70, était une presse qui était tenue en laisse, pour le moins, en tout cas une presse aux ordres. On se rappelle, Brahim Younsi, ce texte de Mohamed Farah, qui avait avoué plusieurs années plus tard, il avait même donné le chiffre, il avait dit, je ne me rappelle plus de la personnalité qui s'était adressée aux représentants de la presse, il leur avait dit, nous avons interrompu le processus électoral, mais nous nous sommes préparés, nous nous attendons à beaucoup de morts, donc nous comptons sur vous, nous estimons, nos prévisions sont à peu près 70 000 morts, si je ne m'abuse. Si je peux me permettre, juste ça. Pour interrompre, pour déclarer l'état d'urgence, il n'y avait pas à ce moment-là de décret pour déclarer l'état d'urgence. Les généraux putschistes se sont inspirés du décret d'avril 1955, en tout cas c'est 1955, je crois que le mois c'était le mois d'avril, que le gouvernement français avait institué. Voilà de quoi les généraux algériens, les généraux putschistes algériens s'inspiraient tout simplement des décisions que prenait la puissance coloniale. Cette fameuse dynamique qu'on appelle aujourd'hui la justice transitionnelle, qu'on a appelé en Afrique du Sud et ailleurs aussi, rappelez-vous, dynamique vérité et justice, pour pouvoir savoir ce qui s'est passé, permettre aux familles de faire leur deuil, permettre aux bourreaux de reconnaître leurs crimes et de manifester leur repentir ou leur repentance, peut-être même de demander pardon à leurs victimes ou aux familles de leurs victimes. Cette dynamique qui permet de faire sa catharsis, de faire sa résilience, d'aller de l'avant, de pouvoir cicatriser les plaies béantes et de pouvoir avancer, de pouvoir se pardonner les uns les autres. Pourquoi le régime algérien interdit-il, mais alors vigoureusement, furieusement, le fait seulement d'en parler? Pourquoi refuse-t-il que nous puissions aller vers une dynamique vérité et justice, alors que, je tiens à le préciser, du côté, parce qu'il y a dans l'imaginaire général, il y a dans cette tragédie, d'un côté le régime, l'armée,
et de l'autre côté le fils. Alors que le fils, je le dis là publiquement, il a publiquement déclaré qu'il était prêt à une vraie enquête pour aller au fond des choses, menée par une commission vraiment indépendante, qu'il était prêt à se présenter devant une justice indépendante pour répondre de ce qu'on lui reprochait, alors que les généraux ont dit non. Non, il y a la charte pour la réconciliation nationale qui interdit de revenir sur ces événements. Ou sur la charte nationale qui interdit de revenir sur tous ces événements douloureux pour le peuple algérien. Mais on ne peut pas avancer sans qu'il y ait justement cette espèce de catharsis collectif pour essayer de comprendre tous les drames, tous les drames, toute la colère, toute la douleur de toutes ces familles endeuillées et qui ont endeuillé l'ensemble du peuple algérien en général. Mais ça ne pourra se faire dans cette justice transitionnelle que dans le cadre d'une démocratie. Et c'est pour ça que les tenants du système, ceux qui sont au cœur du système, qui le font fonctionner sans contrôle démocratique, en plus, ça il faut le signaler, ne veulent pas de démocratie. Parce que justement, cette justice transitionnelle est nécessaire. Quand bien même nous irons négocier, nous, quand je dis nous, le peuple algérien ou ses représentants, tout dépendra de la forme que ça prendra, si tant est qu'on puisse y arriver très rapidement, je l'espère, parce qu'il serait temps qu'on fasse le bon départ, on sera obligé de passer par cette justice transitionnelle. C'est une exigence historique. Vous avez parlé de catharsis, c'est exactement ça. Il faut que les gens sachent qui a été responsable de quoi, qui a fait quoi, et convoquer tous les acteurs, pas simplement les militaires, tous les acteurs qui ont eu à participer à cette tragédie doivent non pas rendre des comptes simplement, parce que demander pardon, bien évidemment, vous l'avez, j'allais dire, affectueusement dit, quand vous avez dit, il y a le bourreau, il y a la victime, que les familles puissent faire leur deuil, dans le cadre d'un grand pardon, et que ça serve de leçon. C'est comme pour l'histoire. Il faut à tout prix qu'on dépoussière l'histoire, qu'on remette les choses en perspective. Non pas de manière, comme je dis souvent, de manière violente, à stigmatiser tel leader au détriment de l'autre. D'un point de vue politique, oui, si on reparlera tout à l'heure de M. Abel, on pourra en parler. Mais ce qu'il y a, c'est que justement le commandement militaire nous a proposé une impasse. Le commandement militaire ne veut pas de démocratie, parce que quand il y a la démocratie, il y a du contrôle. Quand il y a du contrôle, ça pose un problème sur ce que je pourrais appeler, moi, sur les intérêts économiques, sur les intérêts rentiers, par rapport à son implication dans le cadre de massacres durant la décennie noire. Il faudrait quand même que l'ensemble du peuple algérien sache véritablement la vérité, ne serait-ce que pour calmer leur douleur par rapport aux disparus, par rapport aux gens qui ont été assassinés, parce que c'est le mot. C'est toutes ces questions-là. Juste pour en revenir un peu sur la presse, c'est qu'au-delà des dividendes dus à la publicité, Ibrahim peut en parler, il a été journaliste. Ce qu'il a lieu de dire, c'est que même dans la presse, moi je me rappelle sur vos plateaux, il y a 3 ans, on se disait pourquoi les plus belles plumes d'expression arabophones ou francophones ne fassent pas des appels afin que les lignes puissent bouger. Dans un cadre pacifique, évidemment, bien avant le Hirak. Ça ne s'est pas fait. Je crois que notre peuple et les citoyens et la société civile de notre pays devraient prendre la mesure que cette séquence que nous vivons peut engendrer, hélas, la disparition de la nation et des Algériens. Bon, moi, j'ai cette crainte-là. Karim. D'idée, je partage entièrement ces propos, si bien que je ne vois vraiment pas ce que je pourrais ajouter, à moins d'insister encore plus sur la gravité de la situation. Mais ce qu'il dit est déjà très très grave quand il dit cet état de fait, que c'est cette négation, que cet étouffoir, cet éteignoir de la vérité peut nous mener à la disparition de la nation. C'est énorme ce qu'il vient de dire.
Absolument, ça va devenir un mouroir, et non pas seulement pour les Algériens, mais aussi pour toute l'Algérie, pour la nation algérienne. Parce que ceux qui sont actuellement aux affaires, le pouvoir réel que constitue le commandement militaire, sont contre toute démarche de vérité, sont contre toute démarche, tout effort de démocratisation de la société. Et d'ailleurs, c'est une des leçons que nous devons prendre en tant que, peut-être en tant que hirakistes, en tant que tout simplement Algériens, c'est qu'en Algérie, rien ne se fait, on étouffe l'Algérie, et qui risque d'aller jusqu'à tuer toute cette Algérie et tous ces Algériens. Parce que quand on regarde, par exemple, cette commission justice et vérité que tout le monde appelle de leur vœu, mais en réalité, qu'est-ce qui l'empêche actuellement ? Ce qui l'empêche, c'est que ceux qui sont au pouvoir actuellement, ce sont des gens qui ont pris acte, qui ont participé à ce qui s'est passé dans les années 90. Et donc, et d'ailleurs, sur ce point, je répète, je signale un fait très important, c'est que le Hirak, à un certain moment, il y avait comme une entente générale parmi les hirakistes les plus sincères sur le fait de dire que il ne faut pas trop parler des années 90 et qu'on est actuellement dans un changement de paradigme. Moi-même, je défendais ce point de vue. Je disais que notre génération, par exemple, nous n'avons pas vécu cette période. Moi, personnellement, à l'époque, j'avais 7 ans à peu près. Donc, nous allons dire que nous pouvons porter actuellement un autre projet qui va rassembler tous les Algériens, et que le moment venu, lorsque nous aurons changé de régime, nous pourrons revisiter cette période en tant que fait de l'histoire, et pour chercher à en tirer des leçons. Mais finalement, on voit que ça n'a pas marché, et que le commandement militaire ne s'est pas ouvert aux appels de réconciliation véritable et sincère lancés par l'ensemble des Algériens, parce que les Algériens veulent justement aller vers cette justice transitionnelle, mais on sait tous qu'on ne peut pas avoir cette justice si on n'a pas entamé une transition politique. Et donc, lorsque nous disions que finalement il y a un changement de paradigme et qu'on peut espérer jeter les bases d'un nouveau système qui se ferait sans cette période, et que plus tard, lorsqu'on aurait changé de système, nous allons reparler de ça, finalement, on voit que ceux qui sont au pouvoir sont opposés radicalement. Et d'ailleurs, si vous voyez, actuellement, les accusations qu'ils adressent aux hirakistes, toutes tendances confondues, ce sont des accusations liées au terrorisme, et donc liées aussi à cette histoire douloureuse que partagent tous les Algériens. Et donc, c'est là le nœud, c'est là où ça coince. Et je pense que l'une des réponses que nous devons avoir maintenant, que nous devons donner, c'est que il faut d'abord clarifier les positions des uns et des autres, et de dire clairement qu'en Algérie, il n'y a pas de pouvoir en dehors du commandement militaire. Et qu'il faut qu'on le dise une bonne fois pour toutes. Toute initiative ou tout appel à une action politique qui se ferait avec le pouvoir de façade, avec Tebboune ou son gouvernement ou ceux qui gravitent autour, n'aurait pas de sens. Toutes les actions politiques doivent être orientées vers le commandement militaire qui tient actuellement la vie politique en Algérie, et toute négociation future se fera avec eux, justement pour les sortir de ce domaine politique. C'est sur cette résistance farouche de ce régime qui refuse obstinément d'envisager seulement une quelconque dynamique vérité et justice, une quelconque justice transitionnelle. Pourquoi, à votre avis, puisque de toutes les façons, ça devrait déboucher sur une réconciliation nationale, sur l'effacement des crimes. Pourquoi une telle obstination ? Dans ma première intervention, mon ami Idir et mon ami Karim, que je suis content de le voir. Et je dois dire que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit à l'instant par Karim, mais je reviendrai. Vous savez, je peux en parler
tout à fait à l'aise. Je suis à l'aise parce que j'ai été un des acteurs du côté de ceux qui ont été victimes, en tout cas du coup d'État militaire. Et ceux qui ont remporté, qu'on le veuille ou non, les élections, même de façon, disons, relative, mais qui ont remporté les élections. Cette question de la commission ou d'une commission à la nationale ou internationale de vérité et justice ou de vérité a été posée quasiment dès le début, dès le départ, par ceux qui ont été victimes du coup d'État militaire, c'est-à-dire, il faut le dire, le Front islamique du salut, qui réclamait déjà en 1994 une commission vérité et justice. Cela n'a pas été entendu. Et croyez-moi, parce que vous avez parlé, ce n'est pas un simple slogan, mais c'est une réalité, à savoir cette question qui a été posée, qui tue qui? Aujourd'hui, qui a tué qui? Parce que les accusations se portaient exclusivement, et je dirais exclusivement, y compris par une certaine presse internationale, sur le fils, ou ceux qui étaient considérés comme des éléments, des combattants du fils. Or, ce n'était pas la réalité du terrain, la réalité tout court, à savoir que la vérité, il fallait savoir qui tuait qui, et qui tue qui. Et on a insisté sur cette question-là, de savoir qui tue qui dans ce pays-là, et aller vers des instances internationales avait été contacté à cette époque pour aller vers une commission qui rendrait la vérité, j'allais dire voyante, que la vérité soit claire. Des gouvernements ont été contactés, il faut le dire. Aujourd'hui, on peut le dire, des gouvernements ont été contactés, y compris des responsables du gouvernement français qui étaient à l'époque en cohabitation. Des lettres qui leur ont été envoyées par des dirigeants du Front islamique du salut pour aller dans la direction de faire toute la lumière de ce qui s'est passé, parce que il y avait des accusations qui n'étaient pas d'ailleurs justifiées, des accusations qui n'avaient aucune véracité, parce qu'il n'y avait pas de preuve. Il n'apportait aucune preuve. Dès qu'un assassinat a des lieux, on le mettait sur le dos, si j'ose dire, d'une seule partie seulement. Alors que nous savions que le pouvoir militaire, les généraux, poussaient à l'exécution, et je dis bien l'exécution, il y a des exécutions sommaires, y compris de personnalités, de personnes qui étaient peu ou prou de leur parti, si j'ose dire, et y compris les assassinats d'étrangers, et la question des moines de Tibhérin, on est emblématique. Jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir a mis une chape de plomb et refuse toutes les enquêtes qui devaient être menées, et on est arrivé à quasiment des conclusions sur l'assassinat des moines de Tibhérin, mais le pouvoir illégitime jusqu'à maintenant met une chape de plomb sur cette question et sur d'autres questions. Et nous savions déjà à l'époque, parce que des militaires déserteurs, et j'en ai connu quelques-uns personnellement, des officiers supérieurs, qui nous avaient, par exemple, mis au courant, donné des informations
sur les diplomates français qui avaient été en pouvoir, la question du commandement qui se pose encore, et ce pouvoir qui a assassiné, il n'y a pas d'autre mot, qui a tué des jeunes en octobre 1988, a continué son œuvre destructrice criminelle après octobre 88. En 1990-91, il a continué à arrêter, à torturer et à tuer des Algériens. Les événements de Kabylie. La nuit. Les événements de Kabylie. Oui, absolument. Les événements, bien sûr, sur l'ensemble du territoire national, évidemment. Aucune région du pays n'a échappé aux tueries, aux crimes de ce pouvoir. Aucune catégorie sociale n'a échappé aux crimes et aux liquidations de ce pouvoir. Non, je voulais dire, Brahim Younsi, ça veut dire qu'au-delà de ces grands repères de la répression, comme octobre 88, comme le coup d'État de 96, de 91, il y a aussi les événements de Kabylie qui ont été passés à la trappe aussi. Pareil. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de morts, on n'en parle pas, on ne sait rien de ce qui s'est réellement passé. Plus d'une centaine de morts, c'est quand même un bilan lourd. Oui. Alors, dynamique, vérité et justice, quand on en parle, c'est tout de suite les événements de 90 qui nous viennent à l'esprit. Mais en fait, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus ancien, ça vient vraiment de très loin. Je vais vous montrer d'abord la une d'un journal algérien pendant la Révolution. C'était le journal de la Révolution, El Moujahid. Regardez ce qu'il publie après l'assassinat de Abban Ramdan Birhamou. Abban Ramdan est mort au champ d'honneur. Et l'article nous dit qu'il est tombé dans une embuscade tendue par l'armée française, etc., etc. Pour vous dire que c'est peut-être là le mensonge fondateur. Il y en a eu d'autres, hein, mais celui-là, il est tellement grossier, phénoménal. On assassine un leader de la révolution algérienne. Ce sont ses propres frères entre guillemets, qui le font étrangler dans une ferme au Maroc et qui, quelques mois plus tard, il cache sa mort, quelques mois plus tard, font paraître cet article. C'est-à-dire non seulement il tue un des leaders de la révolution, ensuite il monte aux Algériens, au peuple algérien, d'une façon aussi grossière. Ça veut dire que ces gens-là, ils s'étaient préparés déjà avant l'indépendance pour prendre le pouvoir avec tous les moyens, et quels que soient les moyens, y compris l'assassinat politique. Et Abban Ramdan, hier, c'est la commémoration de son assassinat, mais j'aimerais que nous puissions parler, mes chers amis, d'Abban Ramdan, mais aussi des autres, hein, tous ceux qui ont été assassinés, Karim Belkacem, Boudiaf, Msili, Chihani Bachir, Abbas El-Gharour, peut-être même Mustafa Ben Boul'id, dont aujourd'hui beaucoup de gens nous disent que c'est un assassinat déguisé. J'aimerais non seulement que nous puissions en parler, leur rendre honneur, leur rendre hommage, mais aussi pourquoi est-ce que cette dynamique, vérité et justice ne va pas au plus loin dans notre passé? Pourquoi ne demanderions-nous pas à mettre en place un véritable, j'allais dire, projecteur sur notre passé, sur tout notre passé, pour tout savoir, tout ce qui s'est passé, pouvoir enfin faire le bilan de tout, nous pardonner les uns les autres, recommencer, passer à autre chose et dire sur Abban Ramdan, sur tous les autres qui ont été morts, dont on ne sait rien, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on nous cache comment ça s'est passé, on empêche la vérité de se faire, et même quand il y a des intellectuels qui se saisissent de ces grandes questions, ils sont un tant soit peu occultés, mis de côté, on demande à la télé de ne pas les passer. Idée. Ce que je voulais dire d'abord, c'est pour juste marquer un désaccord avec Brahim quand il bipolarise en fait
les conséquences de l'interruption du processus électoral, qui pour moi est un coup d'État, je partage tout à fait cet avis-là, et faire simplement du courant qu'il défendait par principe, et je le connais bien étant un démocrate, c'est que les conséquences de l'interruption du processus électoral qui a engendré autant de violence, la violence s'est exercée sur l'ensemble du peuple algérien. Moi, je ne peux pas laisser passer le fait qu'on catégorise uniquement ceux qui ont gagné véritablement les élections. Ceci étant dit, je n'irai pas plus loin, ceci étant dit, par rapport à Ben Ramdan, je pense que le premier coup de force violence a été le CNRA du Caire, précédé par la réunion du CNRA à Tunis, qui ont, hors Aben évidemment, qui ont planifié, élaboré la mise à plat des résolutions du Congrès de la Soumam, et qui s'est traduit justement par la mise en minorité de Ben Ramdan lors du CNRA du Caire, donc d'août 57, et qui on a attribué à Ben Ramdan donc uniquement la direction d'El Moudjahid, qui était l'organe évidemment du FNN. Tout ça s'est préparé bien avant, mais ce n'était pas véritablement des différences dans des choix stratégiques concernant la révolution. Ça se situait au niveau de la gouvernance de la révolution. Et c'est là où on a militarisé la gouvernance de la révolution algérienne, au détriment de ceux qui étaient censés porter cette révolution politiquement, à savoir Aben, Dahlab, Belkhada et beaucoup d'autres. C'était finalement les militaires qui ont fait ce forcing-là. L'origine est là, ça s'est fait de manière violente, d'autant que les deux doctrines soumamiennes, au-delà de la plateforme en elle-même, les deux primautés posaient problème justement à ces militaires. C'est pour ça que se posait le problème de la gestion et de la gouvernance de la révolution. Qu'a fait la Soumam ? La Soumam, au-delà de l'acte de naissance du FLN dans la proclamation qui a été, comme je le dis souvent, pensée et rédigée en français, je suis désolé de le dire encore une fois, et beaucoup d'historiens ont fait l'exégèse du texte du 1er novembre. Qu'est-ce qui s'est passé après ? La Soumam a concrétisé quelque chose qui pour moi est fondamental. Nous sommes passés d'une insurrection armée à une révolution pour la bonne et unique raison qui avait à la fois la plateforme de la Soumam qui donc donnait le là de la future Algérie et comment gouverner la révolution. Parce que beaucoup de gens qui étaient contre la Soumam pour des intérêts de stratégie de prise de pouvoir ont considéré la Soumam comme étant un self-service. C'est-à-dire, je garde le CNRA, parce que c'est là où je vais tout verrouiller. Donc c'était des problèmes organiques. Il n'y avait pas de différence, parce que l'objectif stratégique, lourd, historique, alhamdoulilah d'ailleurs, qui était l'indépendance de l'Algérie. Donc tous ces gens ont participé, mais à un moment donné, les ambitions des uns et des autres, les articulations tactiques, claniques pour des objectifs limités, ont fait que cette révolution a commencé à être, j'allais dire, comment utiliser ce mot, elle était en autolyse. Et c'est à partir de ce moment-là, au-delà des berbéristes qui avaient été éliminés, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on a édicté la règle suivante, c'est que la seule manière de régler un différend politique était l'élimination physique. Vous avez donné beaucoup de personnes qui ont été assassinées ou alors, disons, neutralisées pour rester dans quelque chose de... Je m'excuse pour les parents de ces victimes-là, mais il n'y a pas que Aben, il n'y a pas que Krim, il n'y a pas que Boudiaf, il n'y a pas que Khider, il n'y a pas... Regardez le simulacre de procès qu'a eu le colonel Chabani. C'est quand même extraordinaire. Regardez les accidents d'hélicoptères, je parle du colonel Chamou, regardez toutes ces personnes-là qui, à un moment ou à un autre, pouvaient poser problème. Ce n'était plus les règles démocratiques qui devaient régler ce souci-là, c'était l'élimination physique. Et comme je dis souvent sur vos plateaux que nous avons hérité ça de cette culture du mouvement national, eh ben nous l'avons hérité. Parallèlement à ça,
si on revenait sur l'assassinat de Aben, on sait très bien comment ça s'est passé. Il devait aller représenter donc le GPRA, parce qu'il y avait eu des problèmes entre les deux armées, et il devait aller rencontrer Mohamed V. Il y a eu une réunion et ils ont proposé à Aben que ce soit lui qui aille rencontrer le Mohamed V. Et dans l'avion qui le ramenait à Tétouan, il n'était pas seul, parce qu'ils sont passés, ils ont fait Tunis, je crois Rome, et puis ils sont arrivés. C'est toutes ces questions, c'est-à-dire que l'élimination de Aben a été d'abord élaborée, planifiée. Donc il n'y avait pas de doute là-dessus. On dit que c'est les 3B, évidemment. Il y avait un duo infernal qui était plutôt Boussouf Bentobal. Krim était avec eux, bien évidemment. Mais Krim avait un ascendant à ce moment-là sur Boussouf et sur Bentobal. Et ces questions-là... Il y a des thèses qui aujourd'hui affirment que le chef d'orchestre était Krim Belkacem, mais qui s'est arrangé pour placer en avant Boussouf. Vous avez raison, monsieur Bensoud. Moi, je vous vends ce qu'on m'a vendu, hein. Ce n'est pas moi qui Vous avez raison, dans pas l'historiographie, mais dans des témoignages, parce qu'il se trouve que Aben ne faisait pas partie de l'aristocratie des déclencheurs de la Révolution, des 6 et des 3 de la délégation extérieure. Or, quand il a été assassiné, Benhidi était décédé. Il avait été assassiné par l'ordre abject du colonialisme français, de l'ordre colonial français. Ben Boulaïd était mort donc à cause du fameux transistor, et vous avez évoqué le côté un peu surréaliste de sa mort. C'est plus un assassinat. Il y avait les 3 qui étaient en prison. Il ne restait comme historique, parce que Ben Bouali, Didouche était décédé, Bitat était, je crois, en prison, les 3 historiques, il ne restait que Krim. Krim, à ce moment-là, s'est dit en lui-même, et ça a été dit par des témoignages, il s'est dit, mais je suis le seul historique qui reste à l'extérieur et en vie. Donc il me revient le droit de guider la révolution. Donc finalement, c'était des enjeux de pouvoir et d'exercice de pouvoir qui a motivé l'assassinat de Aben, en plus de 2 visions. C'est une vision militarisée, c'est les militaires qui ont pris le pouvoir à ce moment-là, parce qu'ensuite on va revenir au CNRA qui a été élargi, où peut-être je dirais les 2 tiers étaient militaires. C'est toutes ces questions-là. Et là vous avez entièrement raison, monsieur Bensunouf, il faut dépoussiérer tout ça, mais pas dans la passion. Il faut dépoussiérer et se dire qu'est-ce qui nous a amené à vivre cette culture encore aujourd'hui. Remarquez 2 petits exemples et j'aurai terminé. Regardez ce qu'a dit le président Tebboune à la télévision. Manish Talgo. C'est quelque chose de dramatique pour un chef d'État. C'est-à-dire que la justice, il ne sait pas ce que c'est. Regardez Zormati, qui maintenant a un parachute du côté de la Tchéquie, et qui dit, il demandait à une réunion qui était filmée, vous imaginez, le garde des Sceaux, c'est dire, en faisant fi de la justice. Mais ça, monsieur Benchenou, vous avez été à la fois journaliste, vous avez été cadre supérieur dans des sociétés étatiques, vous avez votre parcours, mais je vous vois mal ne pas appliquer le règlement intérieur de l'entreprise. Il y a une justice, il y a des moyens de vivre ensemble. C'est pour ça, souvent, sur vos plateaux, je dis il faut qu'à l'avenir, nous structurions le champ politique, le champ du droit, le champ sociétal, afin que seul le droit, uniquement le droit, gère à la fois nos conflits, gère à la fois nos désaccords. C'est ces questions-là qui sont fondamentales. Karim Naïtou Slimane, en passant par la tragédie à Ben Ramadan, qui a été l'annonce ouverte de l'assassinat politique comme moyen de prendre et de garder le pouvoir, est-ce que vous pensez que nous devrions entreprendre une réelle dynamique vérité et justice, mais pas seulement pour la décennie rouge, pour toute notre histoire, pour tout ce qui concerne l'histoire de notre peuple, et qui n'a pas été soldée à ce jour?
Oui, il me semble au moins au niveau individuel, on pourrait déjà entamer beaucoup de choses de ce côté-là, parce qu'au niveau collectif, ça va être difficile, parce que le collectif implique le système, et le système actuellement est anti-vérité, anti-justice, anti-transparence, anti-contrôle. Par contre, lorsqu'on revoit maintenant avec des décennies de recul l'assassinat de Abben, Rabbi yarhamou, et tous les autres moudjahidines et tous les autres shuhada, on voit que non seulement c'était le mensonge fondateur, mais c'était aussi un acte de violence fondatrice qui se rajoute à toute cette violence qui a accompagné cette période-là, et dont un des écrivains algériens qui ont le mieux, à mon avis, pensé et écrit sur cette violence fondatrice, c'est Mohamed Di. Pourquoi ? Parce que ce qu'on constate lorsqu'on regarde l'histoire de la révolution algérienne, c'est tout à fait normal, elle s'est faite par les armes contre la France coloniale, qui était extrêmement violente à l'époque. Donc il a fallu répondre par les armes à une domination par les armes. Mais parmi les conséquences terribles de ce modus operandi, si vous voulez, c'est que la violence a été instituée en Algérie, et que dans l'inconscient collectif algérien, il y a toujours ce retour de cette violence, de cet acte de violence fondateur de cette nation. D'où, par exemple, l'idéalisation de la figure du militaire. Lorsqu'on voit, par exemple, rien qu'en observant ce qui se fait dans le champ médiatique algérien, on voit, par exemple, que l'équipe nationale de football sont appelées les guerriers du désert. Les équipes médicales sont appelées Jaysh al-Abyad, l'armée blanche. En tout cas, cette primauté du militaire, cette supériorité du militaire, cet ascendant du militaire sur le citoyen, sur le civil, a été institué à cette époque-là. Parce que jusqu'à présent, et on en est tous fiers de notre armée, mais je pense que Abben et les autres véritables penseurs de l'État algérien ont voulu autre chose pour la société algérienne, ont rêvé d'une société pacifiée par le politique, dans laquelle les rapports de pouvoir se font dans le domaine politique. Malheureusement, la violence qui leur a coûté leur vie et qui a aussi fait libérer l'Algérie, parce que c'est dans ce cadre-là global de violence que l'Algérie s'est libérée. Malheureusement, nous avons hérité de ces effets néfastes sur l'inconscient collectif jusqu'à présent, ce qui fait que même, par exemple, dans les années 90, lorsque le processus électoral, pour revenir au sujet principal, a été interrompu, il y a eu des appels au djihad. Donc encore à une autre violence. Donc violence égale violence contre violence à chaque fois. On voit que les problèmes politiques se règlent dans la violence. Et d'ailleurs, l'une des entreprises majeures, l'un des grands défis que nous devons maintenant affronter pour réellement mener l'Algérie, sortir l'Algérie de ce pétrin, c'est de commencer à réfléchir à la véritable société politique. Parce que même lorsqu'on dit changeant de système, allant vers un système civil, je pense que sur cette partie civile, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Et lorsqu'on regarde toutes les difficultés que nous avons rencontrées dans le Hirak, on voit que beaucoup de personnes ont été démobilisées parce qu'ils ont été les victimes des entreprises de manipulation des médias et de la contre-révolution, mais c'était des entreprises quand même qui étaient fondées aussi, qui avaient détecté des ondes d'ombre dans le Hirak, dans le discours politique du Hirak, parce que lorsqu'on parle d'un état civil tant souhaité, on doit maintenant définir quelles sont les lignes de cet état civil. Est-ce que c'est un état civil démocratique? Est-ce que c'est un état civil où les élections feront tout? Donc là, il y a beaucoup de choses à travailler de ce côté-là, parce que si on ne change pas de système et qu'on reste toujours dans le système basé sur la violence fondatrice, violence... Mais Karim, pardon de vous interrompre, qui pourrait aller vers
de tels constats et qui pourrait poser de telles questions et projeter de telles perspectives en l'absence d'une société civile, puisqu'il n'existe pas en Algérie de véritables sociétés civiles avec les représentants de la société, de vrais politiciens, à part, si je peux me permettre, les syndicalistes qui sont réellement là, des vrais syndicalistes, et à part 2 ou 3 formations politiques qui essaient un tant soit peu d'exister, il n'y a pas de société civile à proprement dire qui pourrait projeter de telles perspectives, j'allais dire. Justement, c'est toute la contradiction de la situation actuelle et ce qui fait sa particularité. Nous sommes, Jamel Eldin, dans une situation révolutionnaire. Tout ce qui doit se faire désormais doit se faire dans le cadre de la dissidence, dans le cadre de l'informel. Voilà, il n'y a pas... autrement dit, l'entrée en clandestinité ? Nous sommes déjà en clandestinité, Jamel Eldin. Pour la pensée, nous sommes en clandestinité, nous sommes en opposition. Tous ceux qui s'expriment actuellement librement, qui osent dire ce qu'ils pensent, qui osent le proclamer à haute voix, ne peuvent pas entrer en Algérie. Et ceux qui le disent en Algérie sont en prison, soit sous contrôle judiciaire. Donc on ne peut pas. On l'est déjà, c'est un état de fait. Ce qu'il faut maintenant, c'est organiser les rangs de l'opposition. Organiser les rangs de l'opposition, comment ça va se faire? Ça va se faire sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire poser maintenant et tracer les grandes lignes de cette Algérie tant souhaitée Mais comment, Karim, sur un plan pratique, comment à chaque fois qu'une initiative se fait jour, qu'elle se manifeste, c'est comme d'habitude, soit les agents du régime, soit cette réaction systématique. Moi, je vais vous le dire concrètement, je vais répondre. Oui. Vous savez très bien, Jamel Eldin, que moi, je n'use pas de langue de bois. Je vais être très, très franc avec vous. Moi, je pense que toutes les initiatives qui doivent se faire désormais, déjà, elles doivent réunir les islamistes et, on va dire aussi, je ne dirais pas les démocrates, mais je dirais les laïcs. Voilà. Parce que je pense que et les islamistes et les laïcs peuvent cohabiter dans un cadre démocratique réel. Mais donc les initiatives doivent se faire sans exclusion, parce que si un courant de tendance, on va dire, conservatrice, islamiste, se réunit avec toutes les organisations, toutes les personnalités qui s'y reconnaissent dans cette tendance-là, ils n'auront pas d'impact sur l'Algérie. Et pareillement, si, ce qu'on appelle entre guillemets démocrates ou laïcs, s'ils s'organisent dans un camp et qu'ils s'opposent à ce régime, ils n'auront pas d'effet. Ils n'auront pas d'effet. Par contre, une initiative, des personnalités courageuses, des 2 tendances qui vont se mettre ensemble pour faire un appel aux Algériens, ça aura de l'effet. Mais vous me diriez justement, pratiquement, comment ça va se faire? Oui. Eh bien, je vous dirai comment ça va se faire. Il faut que ça se fasse sur un projet écrit noir sur blanc. Par exemple, pour les islamistes, par exemple, il ne faut pas dire que les élections vont tout régler. Les élections ne régleront pas. Parce que pour certains islamistes, le problème n'est pas l'islam lui-même, mais dans le modèle de l'État qu'ils veulent mettre en place. Parce que si les Algériens, par exemple, actuellement s'opposent massivement à ce régime, nous voulons changer de régime, mais nous ne voulons pas sortir de la République. Pareillement aussi pour ceux qui se positionnent ou qui se reconnaissent dans le courant laïque ou démocrate, oui, changer de régime, mais les Algériens sont pour la majorité des musulmans et on ne peut pas exclure le courant qui se revendique de cette tendance de la vie politique. On ne pourra pas avoir une république algérienne si on exclut les islamistes. Ça n'est pas possible. Je me permets de vous interrompre pour faire tourner le micro. Brahim Younsi, sur cette question, comment faire pour que nous puissions aller vers réellement éclairer notre passé, voir ce qui s'est passé, essayer d'en savoir plus, de tout savoir, pas seulement pour ce qui est de la décennie rouge ou noire, mais sur tous les drames qui ont traversé notre histoire, pas seulement après l'indépendance, mais même avant, pendant la Révolution, et toutes ces dates noires, rouges qui ont été inscrites à notre passif et dont nous savons toujours rien. Comment faire, Brahim Younsi? Comment faire? Mais je vais dire
quelque chose, mais simplement juste pour dire à mon ami Karim que personnellement, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais très engagé dans cette affaire depuis les années 90, après l'interruption du processus démocratique, que je n'ai pas entendu personnellement aucun chef du FIS, aucun, je dis bien aucun, lancer un appel au djihad. Je n'ai pas entendu cela, en toute sincérité. Sinon, ils vont me donner les références, là où il a entendu ça, ou où il a lu ça. Il y a eu, comme vous dites, cela est vrai, une contre-violence. Parce que la violence s'est exercée sur beaucoup de militants du FIS, il faut le dire. C'est une vérité, une réalité qu'on ne peut pas taire, qu'on ne peut pas cacher avec son petit doigt. Parce que tous les militants du FIS, beaucoup d'entre eux, ont été arrêtés, arbitrairement arrêtés, en fonction du décret dont je parlais tout à l'heure, qui avait été pendu par l'état-major, par le commandement militaire, pour arrêter tous ceux qui avaient appartenu au Front islamique du salut. C'est une vérité. Et puis, il faut le dire, que des camps de concentration, on ne peut pas appeler cela autrement, avaient été déjà j'allais dire construits pour y mettre des milliers de nos compatriotes, qu'on le veuille ou non. Et beaucoup d'entre eux, leur crime, si j'ose dire, était soit d'être des sympathisants du Front islamique, soit des militants du Front islamique, alors qu'ils n'avaient commis aucun délit, aucun crime. Voilà, ça c'est une vérité, une réalité. Et beaucoup d'entre eux, à la suite de tout cela, de certains qui étaient recherchés, qu'on venait arrêter chez eux, qui ne s'y trouvaient pas parce qu'ils sont allés ailleurs, beaucoup d'entre eux ont rejoint effectivement des maquis. Beaucoup ont eu peur d'être arrêtés, d'être torturés, parce que nous savons, au moins depuis octobre 88, que des enfants ont été torturés, atrocement torturés par les services dits de sécurité, par les services spéciaux algériens. Et cela est une réalité. Beaucoup de nos compatriotes ont eu peur, et on rejoint les maquis, cela est vrai. Et c'était très difficile, extrêmement difficile. D'autre part, sur les assassinats, vous avez parlé de l'assassinat d'Abban. C'est bien entendu, c'est un crime, j'allais dire un crime inexpiable, qui a été assassiné par ses compagnons. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Malgré le caractère dont on disait que Abban était, je parlais d'Abban, Abban était caractériel, etc., etc. Non, parfait, on n'assassine pas quelqu'un parce qu'il est caractère, indépendamment des questions idéologiques, d'autant que je ne pense pas que ce soit une question d'ordre idéologique. Mais, souvenez-vous, des négociations avaient commencé avec la France. Et ces négociations devaient se poursuivre. Tous les leaders de la révolution de l'époque, la plupart, hélas, sont morts. C'est la raison pour laquelle les 5 qui allaient à Tunis, parce que des négociations avaient déjà été entamées en 1956, un peu avant, en 1956, avec la France, pour sortir de la guerre. Or, il fallait, quand les leaders ont été arrêtés, les 5 leaders ont été arrêtés, il fallait absolument sortir du chapeau, entre guillemets, un interlocuteur valable. Bien sûr, Abban se considérait également comme un interlocuteur valable. Rien ne l'empêchait de se poser comme interlocuteur valable. Les 3B se sont
sont posés aussi comme interlocuteurs valables. La question était celle-là. Qui allait être représentatif, qui allait avoir l'exclusivité de la représentation. C'est un point essentiel et fondamental. Et nous savons aussi que... Il n'en demeure pas moins que celui qui a tué l'autre, ce n'est pas Abben Ramadan. Ah oui, ça c'est clair. Non, mais je parle de ceux qui l'ont assassiné. Oui. Je parle de ceux qui l'ont assassiné, évidemment. Mais la question fondamentale était la représentativité, être l'interlocuteur valable de la France. Évidemment, Abben Ramadan n'avait pas de troupes, effectivement, à ce moment-là, et la force était du côté du triumvirat. C'est une question qui n'est pas posée, à être posée. D'autre part, même avant 1954, il y avait des liquidations. Même avant 1954. Et nous savons, la question de l'os, du démantèlement de l'os, il y avait aussi des liquidations. Pendant toute la révolution, on appelle Al-Mouri, c'était des liquidations. Plusieurs colonels, on a appelé ça le complot des colonels d'ailleurs. Et plusieurs colonels ont été liquidés. Ça veut dire, je me permets de vous interrompre, Brahim Younsi, ça veut dire que ça vient de très loin. C'est pour ça que j'ai insisté pour dire que la dynamique vérité et justice devrait remonter au plus loin, le plus loin que nous puissions imaginer. Évidemment, il y a la... Je vais vous demander, alors Brahim Younsi, je me permets ça. Il y a l'affaire Bellonis. Il y a l'affaire FLNMNA, il y a beaucoup de morts. Oui. Il y a beaucoup d'histoires dont on ne sait encore rien. Qui ne sont pas élucidées. Oui. C'est clair. Mais évidemment, il faut faire la lumière là-dessus. Toute la lumière sur toutes les affaires. Et je me permets de vous interrompre, Brahim Younsi. Il ne reste plus de temps. Je vais vous donner un dernier tour de micro. Ce sera vraiment 1 minute pour chacun d'entre vous. On est arrivé à la fin. Mais avant, je voudrais vous montrer une autre une de journal, mais celui-ci après l'indépendance, pour que vous fassiez une idée sur cette presse que nous connaissons aujourd'hui, et pour que vous sachiez d'où elle vient, cette presse, que vous puissiez comprendre que la propagande est dans ses gènes. Regardez ce titre de presse après l'arrestation d'Aït Ahmed Rabbi Rahmou. Alger républicain, journal progressiste. L'ANP capture le traître Aït Ahmed. Dernier tour de micro, et dire vraiment en moins d'1 minute, s'il vous plaît. D'accord avec Brahim quand il nous dit que ce n'est pas idéologique et doctrinal si, Brahim. Me semble-t-il que l'élimination d'Abben renvoie justement, indépendamment de la prééminence de Abben ou de la qui portait en tant que politique le projet de la révolution, c'est doctrinal et c'est idéologique. Parce que se pose encore une fois, c'était la gouvernance de la révolution. Elle a été militarisée. Nous ne pouvons pas nous exonérer d'opposer cette vérité. Par contre, se pose aussi le problème de l'armée dans un cadre global. L'armée doit être, pour moi, l'instrument du pouvoir civil. Je parle souvent de la subordination de l'armée au pouvoir politique. Et j'aime souvent à répéter, même dans des cas qui nous interpellent et qui nous agitent aujourd'hui avec la tension extrême avec le Royaume du Maroc, c'est que la fameuse phrase de Clémenceau, je fais encore une fois du Brahim Younsi avec moins de talent, je te rassure, Brahim, c'est qu'il dit la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires. Je crois qu'il faudra méditer cette phrase et qui prend toute son ampleur dans la séquence historique que nous vivons. Par ailleurs, pour terminer, je dirais que si nous ne nous autorisons pas à faire ce droit d'inventaire, encore une fois, de manière apaisée. Moi, il ne s'agit pas de l'histoire est derrière nous. L'histoire a été vécue, elle n'a pas été digérée encore. Donc, il faudra implicitement que nous dépoussiérons, que nous refassions d'abord, que nous fassions toute l'histoire officielle qui nous a été servie. Et je me permets de vous interrompre, Edir, je suis désolé. Je vous reprendrai ça, monsieur Benchenouf. Je suis désolé, parce qu'on a dépassé le temps. Vous savez, Edir, moi je ne me lasse jamais de vous écouter.
Mais sauf, bon, il y a des impératifs. Karim Naïtou Slimane, je suis au regret de vous demander de vraiment ne pas dépasser 1 minute, s'il vous plaît. Mais écoutez, sur cette question de l'histoire, je dirais que l'histoire a toujours été écrite par les vainqueurs. Et pour l'instant, depuis l'indépendance de l'Algérie, le pouvoir est aux mains des militaires. Il est tout à fait normal qu'ils écrivent l'histoire un peu à leur guise. Maintenant, reste le peuple algérien. Restons nous ce que nous allons faire. Est-ce que nous allons laisser faire, abdiquer, ou est-ce que nous allons faire comme nos vaillants ancêtres, les Moudjahidines, et se lever contre, pacifiquement cette fois-ci, parce que la véritable révolution qui se fera en Algérie, qui est en train de se faire, c'est une révolution politique. Et du coup, il est temps maintenant de prendre nos responsabilités les uns les autres, quelles que soient nos obédiences, quelles que soient nos idéologies. Il faut qu'on mette la main de la main pour libérer et compléter l'indépendance de l'Algérie. Merci Karim. Brahim Younsi, en vraiment 1 minute, s'il vous plaît. Et vous avez le mot de la fin. Sur déjà pas l'assassinat de Abban, mais parce que mon ami Idir en a parlé, et c'est vrai que c'est très important, parce que les clivages ont commencé en fait et se sont approfondis au CNRA du Caire en 1957. C'est clair. Et la question, à mon sens, qui doit être posée, c'est la raison pour laquelle des membres du CCE, Karim Ben Khadda Dahleb, qui était membre du CCE et qui avait adoubé, accepté, en tout cas Karim a participé au congrès de la Soumane. Et c'est lui qui avait, d'une certaine manière, organisé le congrès. Bien sûr, il y a des zéroutes. On ne peut pas nous dire que c'était Zéroute qui avait eu l'idée et qui avait organisé aussi de son côté le congrès de la Soumane. Ce sont 3 membres importants du CCE qui abandonnent leur président, qui abandonnent à peine, qui votent contre lui. Moi, je n'ai pas la réponse, mais je me demande pourquoi. Est-ce pour des raisons idéologiques? Sincèrement, je ne le crois pas. Je crois que le pouvoir a été pris par ceux qui allaient devenir les 3B. Et je me permets de vous interrompre, Brahim Younsi, je suis désolé. La question à mon Brahim Younsi, je suis désolé, Brahim Younsi. Allez-y, mais en une phrase. La question de l'État se pose, en effet, et elle doit se poser, parce que la question du pouvoir se pose et doit se poser. Je crois qu'il faut parler, pour répondre à mon ami Karim, il faut... désolé, Brahim Younsi, désolé, je vous avais dit 1 minute, parce que vraiment, on a débordé largement du temps de l'émission. Je suis désolé d'avoir dû vous interrompre, tous les 3. Brahim Younsi, Idir Nouren, Karim Slimane, merci à vous 3. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Qala khair, Slama.